Nous y sommes. Bonsoir. Oui, on y est. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, aujourd'hui, on vous parle de l'acide alpha-lipoïque. Alors, c'est un acide soufré présent dans toutes les cellules du corps qui joue un rôle clé dans la production d'énergie dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Il est produit par le corps naturellement, mais en quantité infime. Alors, comme on le verra, il existe sous deux formes. La forme R qui est produite naturellement par l'organisme, tandis que la forme S, elle, est obtenue artificiellement. Alors, elle est d'un important pouvoir antioxydant et a l'avantage d'être soluble dans l'eau, mais également dans les graisses, ce qui lui permet de neutraliser plusieurs types de radicaux libres. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est parfois qualifié d'antioxydant universel. Il a aussi des propriétés, la propriété de recycler partiellement d'autres antioxydants, notamment la vitamine E, la vitamine C et le glutathion, ce qui augmente ainsi la durée de vie et leur efficacité. Enfin, il a la capacité de piéger les métaux toxiques comme l'arsenic, le cadmium et le mercure, et nous en parlerons certainement. Il permet aussi de piéger le fer et donc a un effet chélateur. Alors, bonjour Amine. Première question, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'acide alpha-lipoïque? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Donc l'acide alpha-lipoïque, comme tu l'as bien fait souligner, donc c'est un antioxydant majeur. Mhm. Chimiquement, il s'agit d'un acide soufré en réalité, euh, parce que son dérivé, en fait, la molécule de laquelle il dérive, est un acide gras saturé. C'est en gros un acide carboxylique. On appelle l'acide octanoïque ou on appelle aussi donc une autre dénomination l'acide caprylique. Donc l'acide caprylique qui est le précurseur, on va dire, de l'acide alpha-lipoïque, qui est un acide gras saturé, je rappelle, Mhm. va être converti, va se transformer à l'intérieur de l'organisme. Donc, il faut rappeler que l'acide alpha-lipoïque n'est pas essentiel, n'est pas une vitamine, parce que début des années 30, c'est là où on a découvert l'acide alpha-lipoïque. On pensait que c'était une vitamine. Et ensuite, plus tard, on avait découvert les voies métaboliques qui permettaient de synthétiser l'acide alpha-lipoïque. Et à ce moment-là, on a déterminé que c'était une molécule très importante pour le métabolisme, mais pour le coup, qui n'est pas essentielle, donc qui n'a pas le statut d'une vitamine. Mhm. Donc, l'acide caprylique donne l'acide alpha-lipoïque en associant, en fait, au niveau de la structure de l'acide caprylique, on va associer deux molécules de soufre. Donc euh, c'est ce qui va intégrer en réalité au niveau de cette molécule d'acide caprylique qui va devenir l'acide alpha-lipoïque une fonction ou on va dire un noyau dithiolane. Le noyau dithiolane, c'est un noyau en fait qui possède trois molécules de carbone plus deux molécules de soufre qui sont liées les unes à côté des autres et qui remplacent en fait des fonctions méthylène, deux fonctions méthylène. Bon, en gros, pour simplifier, l'acide caprylique se convertit en acide alpha-lipoïque en associant deux molécules de soufre. Donc, en gros, c'est un acide soufré qui a un peu des propriétés physico-chimiques qui sont semblables à des substances qui sont hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, et Mhm. même des substances aussi liposolubles. Donc, il a les deux fonctions. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un antioxydant universel ou un antioxydant majeur parce qu'il peut capter différents types de radicaux libres. Donc, il Mhm. faut rappeler aussi que la molécule là, qui donne les fonctions soufrées ou les molécules soufrées pour l'acide caprylique pour former l'acide alpha-lipoïque, c'est le fameux S-adénosylméthionine, le Mhm. SAM, qu'on trouve dans le cycle de l'homocystéine. Donc le S-adénosylméthionine, comme son nom l'indique, S pour soufre, va donner ces molécules soufrées et va former l'acide alpha-lipoïque. Donc, c'est une molécule qui est très importante pour la synthèse endogène de l'acide alpha-lipoïque. Et bien entendu, il y a autre chose aussi de très important
à faire. Donc, il y a une distinction à faire entre l'acide alpha-lipoïque endogène et l'acide alpha-lipoïque qu'on obtient par rapport exogène. Et donc ça fait une différence qui est quand même importante. Il y a des implications pratiques. C'est que l'acide alpha-lipoïque qui est synthétisé par l'organisme, donc de façon endogène, il est toujours lié à des protéines. Il est toujours lié à des enzymes, en fait. L'une des fonctions de l'acide alpha-lipoïque, on va la voir juste après, c'est son rôle de cofacteur de différentes enzymes. Et donc, le fait que l'acide alpha-lipoïque soit lié à ces enzymes-là, ça le rend bioactif. Et pourquoi il est lié à ces enzymes-là et comment il se lie à ces enzymes? En réalité, c'est l'acide caprylique qui est son précurseur, qui est déjà à la base lié à des protéines et à des enzymes. Et donc, la conversion de l'acide caprylique se fait en étant lié à ces enzymes-là. Et ça donne directement donc l'acide alpha-lipoïque endogène qui est à la base déjà lié à ces enzymes-là. Mais lorsqu'on le prend par voie exogène, par voie orale, c'est nécessaire d'activer une enzyme qui s'appelle le lipoate ligase. C'est une lipoate protéine ligase qui, comme son nom l'indique, lie l'acide alpha-lipoïque à des protéines. C'est une ligase, donc ça fait cette liaison entre ces enzymes et l'acide alpha-lipoïque. Et elle a comme cofacteur le magnésium notamment. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont carencées en magnésium devraient, si elles se supplémentent en acide alpha-lipoïque, elles devraient aussi se supplémenter en magnésium. Donc c'est une molécule qui est très simple, mais dont le métabolisme est assez complexe. Justement, est-ce que tu peux nous parler des différentes voies métaboliques? Bien sûr, donc l'acide alpha-lipoïque, comme on l'a déjà dit, donc il intervient comme antioxydant. C'est un antioxydant majeur vu son rôle donc, dans la régénération de plusieurs antioxydants. Ça, c'est bien connu qu'il permet de régénérer notamment la vitamine C, la vitamine E, la coenzyme Q10, le glutathion et bien d'autres antioxydants. Donc, quand on dit ici régénérer, ça veut dire que ça va augmenter la demi-vie de ces molécules-là. Donc, au lieu qu'une molécule, par exemple de vitamine C, soit utilisée un certain nombre de fois et ensuite catabolisée, eh bien, le fait qu'on ait suffisamment d'acide alpha-lipoïque, l'acide alpha-lipoïque va faire en sorte qu'elle soit régulièrement régénérée. Et quand on dit ici par rapport aux antioxydants molécules régénérées, on parle ici, bien entendu, de la forme bioactive de ces molécules-là, c'est-à-dire la forme réduite. Donc, l'acide alpha-lipoïque a cette capacité-là de réduire des molécules afin d'obtenir cette forme bioactive qui est la forme réduite. Pour la vitamine C, c'est l'ascorbate. Pour la vitamine E, c'est le radical de vitamine E, le radical tocophérol ou tocotriénol en fonction des types de vitamine E, pour par exemple le coenzyme Q10, l'ubiquinol, etc. Donc on obtient toujours les formes réduites en interagissant avec l'acide alpha-lipoïque. Donc ça, c'est l'une des fonctions majeures de l'acide alpha-lipoïque. Après, on a aussi, comme j'ai fait remarquer au tout début, une fonction très importante également de l'acide alpha-lipoïque en tant que cofacteur. Ici, l'acide alpha-lipoïque intervient dans pas moins de 4 enzymes et comme cofacteur de pas moins de 4 enzymes parce que ces enzymes-là que je vais citer, dont je vais citer certaines, interviennent toutes dans la voie de synthèse de l'ATP. Donc, en gros, ce qu'on appelle la filière énergétique aérobie, donc aérobie qui intègre la glycolyse et la mitochondrie, donc cycle de Krebs et phosphorylation oxydative. Donc, sur ces enzymes-là, on a par exemple la pyruvate déshydrogénase
qui est l'enzyme en fait qui fait le lien entre le pyruvate, donc la fin de la glycolyse, et la mitochondrie, donc le cycle de Krebs. Donc la pyruvate déshydrogénase nécessite pour être fonctionnelle, entre autres, donc l'acide alpha-lipoïque. Bon, ça nécessite aussi d'autres choses, notamment le magnésium et d'autres molécules comme cofacteurs, mais l'acide alpha-lipoïque, le groupement lipoate est très important afin d'activer la pyruvate déshydrogénase. Pour parler par exemple de certaines enzymes qui sont intégrées dans le cycle de Krebs, on peut citer l'exemple de l'alpha-kétoglutarate déshydrogénase aussi. L'alpha-kétoglutarate, c'est le 4e métabolite du cycle de Krebs et sa conversion afin de faire tourner le cycle de Krebs se fait par cette enzyme alpha-kétoglutarate déshydrogénase. Et puis tout un tas d'autres enzymes, pour la plupart, c'est des déshydrogénases en réalité. On a l'acétoïne déshydrogénase, etc. Il y a tout un tas d'autres enzymes qui sont des déshydrogénases et qui nécessitent ce groupement lipoate qu'on trouve, donc, que forme cet acide alpha-lipoïque. Très important donc aussi à signaler donc, son effet sur également la détoxification hépatique. La voie de la détoxification hépatique est fortement impactée aussi par l'acide alpha-lipoïque. Pas forcément dans la stimulation de la détoxification hépatique, mais plutôt dans la protection du foie. Parce que, comme on l'a dit, l'acide alpha-lipoïque est un antioxydant majeur et on sait très bien que pour la phase 1 de la détoxification hépatique, là où interviennent les cytochromes, les enzymes du cytochrome P450, qui sont des monooxygénases, on a des radicaux libres qui se forment en grande quantité. Et on peut dire que le foie, à cause de cette voie métabolique qui est à cause de cette phase 1 de la détoxification, le foie est l'un des plus gros producteurs de radicaux libres. Et ces radicaux libres risquent d'endommager le foie, surtout si la phase 2 est ralentie. Comme on le sait, chez la plupart des gens, on a un ralentissement de cette phase 2 à cause des différentes mutations. Et comme l'acide alpha-lipoïque est un acide soufré, donc ça contient du soufre, donc ça pourrait aussi aider au niveau de la phase 2 puisqu'on a besoin de soufre pour certaines enzymes, notamment les glutathions S-transférases. Mais bon, c'est bien connu qu'il y a d'autres composés organosoufrés qui sont beaucoup plus intéressants que l'acide alpha-lipoïque afin de stimuler la phase 2. Mais quand même, l'acide alpha-lipoïque a quand même cette capacité à protéger le foie contre le stress oxydatif qui est engendré par la phase 1 de la détoxification. Et bien entendu, on a également une autre fonction métabolique également dans laquelle intervient l'acide alpha-lipoïque et qui lui donne ce rôle anti-inflammatoire aussi. C'est un rôle anti-inflammatoire secondaire par rapport à d'autres anti-inflammatoires comme par exemple les polyphénols ou certains alcaloïdes, mais il constitue quand même un anti-inflammatoire intéressant contre l'inflammation de bas grade notamment, puisque je rappelle que pour l'inflammation de bas grade, elle est due à une activité entre autres trop importante et régulière des polynucléaires neutrophiles, les cellules du système immunitaire qui sont les neutrophiles en réalité. Et donc ici, au niveau des neutrophiles, donc parmi les voies qui sont ciblées par l'acide alpha-lipoïque, on a par exemple l'inhibition de la synthèse de l'acide hypochloreux qui est produit par les neutrophiles. Donc de là découle cet effet anti-inflammatoire qui est certainement un effet secondaire par rapport à d'autres anti-inflammatoires, mais qui reste quand même un effet anti-inflammatoire intéressant, surtout si on le combine avec son effet antioxydant très puissant. Donc ça forme une très belle synergie. Oui, alors tout à l'heure en préambule, je parlais des deux formes, hein, la forme R, la forme S. Quelle forme est à préconiser et pourquoi? La forme R, bien entendu, puisque c'est la Mhm. forme qui est naturellement produite. Mhm. Quand j'expliquais tout à l'heure
euh, le processus de synthèse de l'acide alpha-lipoïque, le processus de synthèse endogène de l'acide alpha-lipoïque. Je parlais bien entendu ici de la forme R. La forme S étant, comme tu le dis très bien, une forme synthétique. Alors, on n'a pas beaucoup de données sur la forme S, si ce n'est certaines données sur des animaux, des souris par exemple. Et là, ce qu'on observe, c'est que la forme S, dans certaines conditions chez la souris, elle peut se révéler toxique. Donc, outre le fait qu'elle soit inefficace, donc qu'elle ne soit pas bioactive et qu'il faudrait la convertir en réalité en forme R, puisque c'est uniquement la forme R qui est métabolisée, qui a cette capacité de se lier aux enzymes déshydrogénases dont certaines qu'on avait citées auparavant, et aussi c'est la forme R qui a cet effet antioxydant et toutes les fonctions métaboliques que j'avais citées tout à l'heure. Donc la forme S ne sert à rien si ce n'est à se transformer, se convertir en forme R, mais aussi également ici la voie de conversion, elle n'est pas évidente. Elle est un peu compliquée. C'est pas en une seule réaction qu'il y a cette conversion en forme S, la forme R. Ça passe par quelques étapes et ça nécessite aussi un apport assez important en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B1, la thiamine, qui est utilisée en quantité importante pour la conversion de l'acide alpha-lipoïque en forme S vers la forme R. Et donc, c'est ce qu'on observe déjà chez les souris, c'est que les souris, par exemple, déficitaires en vitamine B1, elles subissent de façon plus importante l'effet toxique de la forme S. Et donc, on pourrait imaginer aussi que ce soit le cas aussi pour l'être humain. Donc, on n'a pas de données là-dessus, mais bon, c'est à prendre en considération aussi. Il faudrait aussi rappeler que la forme R est mieux absorbée que la forme S également, et qu'au niveau de la bioactivité de la forme R, on a des bioactivités qui sont 10 à 30 fois plus importantes en ce qui concerne la forme R par rapport à la forme S. Donc, c'est clair que c'est la forme R qui est la plus performante. À se demander d'ailleurs pourquoi les deux formes sont encore vendues alors, puisque... Oui, avant, on n'avait pas ces Mhm. informations-là. On savait pas que c'était la forme R qui était celle qui est synthétisée par Ok. l'organisme. On savait pas qu'il y avait ces différences-là. On savait pas aussi non plus la toxicité de la forme S. Mhm. On n'avait pas toutes ces données-là. Maintenant, on a des données préliminaires sur la forme S qui tendent à confirmer que c'est toxique. Donc voilà, on prend les devants et je pense que maintenant, il y a quand même un certain nombre de produits qui contiennent la forme R. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler des différentes applications? Bien entendu, la première application quand on parle d'acide alpha-lipoïque, Mhm. c'est clairement la neuropathie diabétique. Puisque Ouais. là, on a des pays, par exemple, comme l'Allemagne, qui utilisent l'acide alpha-lipoïque en IV carrément comme un médicament. L'acide alpha-lipoïque est un médicament en Allemagne. Mhm. On l'utilise sous différentes formes, notamment la forme IV, pour justement traiter les complications du diabète, notamment la neuropathie diabétique. Vous savez que concernant la neuropathie diabétique, les personnes diabétiques, euh, donc quand on dit diabète ici, principalement on parle ici de résistance à l'insuline. Mhm. Et donc la résistance à l'insuline, c'est quoi par définition? C'est que la quantité d'insuline produite par les cellules bêta du pancréas ne suffit plus afin de pouvoir faire pénétrer le glucose au niveau de la cellule afin qu'il soit métabolisé pour produire de l'énergie. Donc c'est Mhm. cette problématique-là. Après, on a différentes cibles métaboliques en ce qui concerne la résistance à l'insuline, mais grosso modo, c'est ça. Le pancréas produit plus d'insuline, mais il n'arrive quand même pas à faire entrer la quantité suffisante de glucose au niveau des cellules.
Et le fait que le glucose reste à l'extérieur des cellules, eh bien, on a un processus ici qui se fait lorsqu'on a un excès de glucose à l'extérieur de la cellule, c'est la fermentation alcoolique. Et ça donne ce qu'on appelle les alcools de sucre qui sont très toxiques en fait pour les tissus en général et surtout pour les nerfs également. Les terminaisons nerveuses sont extrêmement sensibles à ce type de toxines, les alcools de sucre. Et donc, pour l'acide alpha-lipoïque, il a été montré que, d'une part, qu'il diminuait la résistance à l'insuline, donc il améliorait la sensibilité à l'insuline, ce qui fait que ça améliore le passage du glucose au niveau des cellules et donc, par conséquent, ça diminue la formation de ces alcools de sucre, premièrement. Et deuxièmement, également, ça protège aussi les nerfs puisque l'acide alpha-lipoïque, comme on l'a dit déjà, est un anti-inflammatoire et également un antioxydant très puissant. Et quand il y a de l'acide alpha-lipoïque dans un tissu, on a un excellent tropisme pour les antioxydants, les autres antioxydants qui viennent s'accumuler au niveau du tissu où il y a le plus d'acide alpha-lipoïque. Parce que, comme on a dit, l'acide alpha-lipoïque est un régénérateur de ces antioxydants-là. Et donc, on a différentes études cliniques par rapport à ça. Donc, ça, c'est bien prouvé que pour la neuropathie diabétique, on a des résultats qui sont très intéressants. Bon, le traitement prend quand même beaucoup de temps. Hein. Ça prend plusieurs années. Dans l'une des études cliniques, notamment ce qu'on appelle l'étude Nathan 2, ça montre des résultats très, très intéressants et très satisfaisants par rapport à l'application de l'acide alpha-lipoïque dans la neuropathie diabétique, mais ça dure 4 ans. Donc, c'est un traitement intéressant. C'est parmi les meilleurs traitements pour la neuropathie diabétique, mais ça reste lent. C'est-à-dire, c'est à prendre sur le long cours. Aussi, donc, ça ne pose aucun souci, hein, la prise sur le long cours. Bon, il y a quelques petites précautions, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler par rapport à l'acide alpha-lipoïque, mais c'est un excellent, en tout cas, c'est un excellent traitement pour tout ce qui concerne les troubles neuropathiques, y compris la neuropathie diabétique. Donc ça, c'est, on va dire, la première indication de l'acide alpha-lipoïque. En plus de ça, donc comme on l'a déjà expliqué, donc l'acide alpha-lipoïque pourrait aussi constituer un antidiabétique également. Bon, c'est pas un antidiabétique majeur, mais ça permet quand même d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, on pourrait imaginer l'intégrer aussi dans un protocole pour les diabétiques qui souffrent de résistance à l'insuline, notamment aussi. Les maladies cardiovasculaires aussi sont une bonne application aussi de l'acide alpha-lipoïque. Comme on l'a dit déjà, c'est un antioxydant majeur, donc, et c'est aussi un régénérateur des antioxydants. Et en ce qui concerne l'athérosclérose, les hypercholestérolémies notamment, aussi, donc l'oxydation des lipides et ce phénomène de stress oxydatif exacerbé qu'on retrouve chez les patients qui présentent ces maladies cardiovasculaires, eh bien, l'acide alpha-lipoïque permet de diminuer l'oxydation des lipides. Ça permet de diminuer le stress oxydatif au niveau sanguin, au niveau des lipides sanguins. Ça diminue le stress oxydatif et l'inflammation également au niveau de la paroi vasculaire, l'endothélium vasculaire. Ça, c'est aussi montré par des études qu'on a également, qui sont publiées. Et également, donc, bien entendu, on a parlé de l'effet antioxydant, l'effet anti-âge également. Quand on parle de l'effet antioxydant, anti-âge, on pourrait aussi l'associer dans beaucoup de pathologies où le stress oxydatif pourrait être une cause ou
ou également un facteur qui entretient ces troubles métaboliques. On a parlé tout à l'heure aussi du fait qu'il permet d'agir au niveau de la détoxification hépatique. Donc, dans des cas où on a des pathologies hépatiques, comme la cirrhose par exemple, ou comme d'autres pathologies hépatiques, peu importe, mais des pathologies qui font que le foie est sensible aux radicaux libres et qu'il est sensible aux toxines aussi, parce que je rappelle que le foie est un détoxifiant. Ça permet d'éliminer toutes les toxines xénobiotiques qui ne sont pas reconnues par l'organisme en tant que tel et qui sont retransformées par le foie pour qu'ils puissent être éliminés. Donc, ça permet de booster la détoxification dans une certaine mesure et également de protéger le foie contre les effets néfastes aussi de la détoxification. Aussi, comme on l'avait déjà expliqué, l'acide alpha-lipoïque intervient comme cofacteur aussi de plusieurs enzymes déshydrogénases, notamment celles qui interviennent dans la glycolyse et également dans la mitochondrie et cycle de Krebs. C'est également très intéressant de recommander de l'acide alpha-lipoïque dans les cas de fatigue, par exemple de fatigue chronique, bien sûr en combinaison avec d'autres micronutriments qui permettent d'optimiser cet effet, mais ça permet de booster la production d'énergie aussi et d'ATP. Donc, je vais rebondir directement sur une question qui nous est posée par Laou en demandant est-ce que l'acide alpha-lipoïque améliorerait du coup la performance physique? On pourrait considérer qu'il améliorerait la performance physique, mais pas seul. Oui, voilà. Bon, si c'est combiné avec C'est la d'autres synergie composants, de. Ouais, si ouais, c'est synergique, oui, ça apporte quelque chose de très intéressant. Et donc là, puisque la question est orientée sport, oui, l'acide alpha-lipoïque est un excellent composant que les sportifs devraient penser à intégrer aussi, puisque c'est à la fois antioxydant, et on sait très bien qu'on a besoin de ça pour les d'antioxydants pour les sportifs. Et également, donc, il optimise aussi le fonctionnement des autres antioxydants. Et en même temps aussi, c'est un booster d'énergie aussi. Oui. Et alors, Édouard, que tu connais, hein, Édouard Courreau, quand un pharmacien parle à un scientifique, c'est pas toujours facile pour moi de comprendre, mais quand tu parles d'alcool de sucre, tu parles des voies des polyols? Point d'interrogation. Euh, c'est pas non, non, c'est pas les polyols. Les Mhm. polyols, c'est les sucres alcools. C'est comme le sorbitol, Mhm. xylitol Ouais, ouais, ouais. et tout le reste, ceux-là qu'on trouve dans certains aliments et Mhm. qui sont par la même occasion des FODMAP. Les alcools de sucre sont des composants en fait qui ressemblent réellement au sucre alcool, mais ce ne sont pas ces sucres-là. En fait, Mhm. c'est de la formation tout simplement de la génération de l'alcool en fait. C'est de l'alcool à partir du glucose. C'est le glucose qui se convertit en alcool, tout simplement. C'est de la Mhm. fermentation alcoolique. Et c'est cet alcool-là qui impacte les terminaisons nerveuses. Et d'ailleurs, c'est bien connu que, par exemple, pour les personnes qui consomment beaucoup d'alcool, les alcooliques ont aussi des problèmes qui sont similaires à des neuropathies qui sont similaires à la Mhm. neuropathie diabétique aussi. Donc, c'est l'alcool en tant que tel, en fait, qui est formé à partir du glucose. Ok, merci. Est-ce qu'il y a tu en parlais vaguement tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des synergies à préconiser? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de synergies Mhm. pour l'acide alpha-lipoïque, notamment les différentes synergies que j'avais déjà citées sur notamment les antioxydants. Donc, Ouais. si on l'utilise en tant qu'antioxydant, ben, on a déjà la vitamine C, la vitamine E, la coenzyme Q10, le glutathion Mhm. et les polyphénols déjà. Donc, à combiner avec l'acide alpha-lipoïque, ça améliore le fonctionnement de ces antioxydants. Pour les polyphénols, pas tous les polyphénols, certains polyphénols uniquement sont,
peuvent être régénérés par l'acide alpha-lipoïque, ceux-là même qui appartiennent au groupe, à la catégorie d'acide phénolique, hein, comme l'acide caféique, l'acide rosmarinique, etc. Donc, c'est ce type de polyphénol. Aussi, on a également évoqué le magnésium à un moment donné. Donc, le magnésium qui intervient notamment dans la fixation de l'acide alpha-lipoïque. Je parle ici de l'acide alpha-lipoïque qu'on prend par voie exogène, par voie orale, parce que l'acide alpha-lipoïque, je rappelle, produit par la cellule, est déjà à la base lié avec des enzymes. Mais pour l'acide alpha-lipoïque qu'on prend qui est libre, qu'on prend par voie orale, celui-là, il nécessite du magnésium pour activer la ligase, l'enzyme qui va le fixer sur les enzymes auxquelles il est cofacteur. Donc, bien sûr, si on n'est pas carencé en magnésium, bon, on peut se permettre de faire une cure d'acide alpha-lipoïque sans forcément supplémenter en magnésium. Mais si une personne est carencée en magnésium, le mieux, c'est de se supplémenter en magnésium. Sinon, l'acide alpha-lipoïque serait moins efficace. Donc, on a déjà cette synergie-là. On avait aussi parlé de la synergie entre vitamine B1, cette fois, et la forme S de l'acide alpha-lipoïque. Donc, il faudrait que ça soit combiné dans le cas où on prend la forme S, ce qui n'est pas recommandé bien entendu. Il faudrait que ça soit combiné à de la vitamine B1. Et puis, bien entendu, afin de booster la synthèse endogène de l'acide alpha-lipoïque, on a besoin donc de S-adénosylméthionine, comme j'ai dit déjà, puisque c'est cette molécule-là qui donne les molécules de soufre, et bien sûr l'acide caprylique également, qui est le précurseur principal de l'acide alpha-lipoïque. Donc on pourrait imaginer un protocole où on boosterait la synthèse endogène de l'acide alpha-lipoïque avec l'acide caprylique et du S-adénosylméthionine, plus de l'acide alpha-lipoïque par voie exogène également. Donc ça serait aussi intéressant. Pour l'énergie aussi, donc là on peut associer tout un tas de choses, du magnésium, de la coenzyme Q10, des vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B6, B12. Donc en fait tout ce qui permet d'optimiser la glycolyse et le fonctionnement des mitochondries. Et puis également, sans oublier la L-carnitine qui pourrait être associée à l'acide alpha-lipoïque. Pourquoi? Parce que l'acide alpha-lipoïque améliore le fonctionnement de la L-carnitine dans la bêta-oxydation et ça pourrait avoir un effet, même s'il est indirect, sur la perte de poids, puisque la L-carnitine améliore la dégradation des graisses. Et donc, puisque l'acide alpha-lipoïque améliore aussi le fonctionnement de la L-carnitine, ça pourrait aussi agir sur la perte de poids également. Alors, je souris à l'idée du nombre de personnes qui, en regardant la vidéo, vont aller dans leur armoire pour vérifier leur peau, pour voir si c'est la forme S ou la forme R. Voilà. Mais rien me fait sourire. Dans les modalités de prise et les précautions? Alors, parfois, dans certaines études, on retrouve des dosages qui sont, pour moi, assez élevés d'acide alpha-lipoïque, notamment. Des dosages de 600 mg, par exemple, c'est assez élevé comme dosage. Mais bon, c'est des études cliniques qui montrent qu'il y a des effets avec ce type de dosage. Maintenant, le dosage qu'on pourrait recommander et qui serait, je dirais, sécuritaire pour la quasi-totalité des gens, ça serait autour de 300 mg, pas plus. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, en parlant du dosage là, de 600 mg, en fait, on pourrait même le considérer comme étant l'apport maximal tolérable. C'est-à-dire l'apport à ne pas dépasser. Parce que
pour certains patients, on peut observer certains effets secondaires. Bon, rien de grave, mais c'est quand même des effets secondaires qui sont assez gênants. Donc, des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux, parfois même des réactions allergiques, surtout des éruptions cutanées ou des choses comme ça. Donc, ça, on peut l'observer déjà à 600 mg ou plus. Ça dépend des personnes. Parfois, c'est 600 mg. Parfois, il faut dépasser largement les 600 mg pour avoir ce type de réaction-là. Maintenant, en ce qui concerne le dosage là, de 300 mg, pourquoi il faudrait rester sur ce dosage-là? C'est que dernièrement, il n'y a pas longtemps, l'EFSA a publié un rapport sur l'acide alpha-lipoïque. Et ce rapport-là, en fait, il lie l'acide alpha-lipoïque, la prise d'acide alpha-lipoïque, à une maladie auto-immune en rapport avec l'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insuline autoimmune syndrome, qui est le syndrome, bon, si on traduit le syndrome auto-humain de l'insuline. En gros, c'est une maladie qui touche les cellules qui produisent l'insuline. Et donc, c'est une maladie qui est en rapport, en fait, qui pourrait donner le diabète type 1. Et ça, c'est un rapport, en fait, qui a évalué les données existantes actuellement, et les données existantes sont uniquement des rapports de cas cliniques. Ce pas des essais cliniques, ce pas des études cliniques, c'est des rapports de cas cliniques comme ça qui sont publiés dans la littérature et qu'on retrouve chez un certain nombre de personnes, mais c'est extrêmement rare, hein. C'est une personne sur plusieurs milliers, voire sur plusieurs dizaines de milliers, qui pourraient avoir certaines mutations génétiques. On a en tout et pour tout, si je me souviens bien, 6 ou 8 mutations, je pense, et ce n'est pas toutes les mutations qu'on retrouve chez toutes les populations en fonction de l'ethnicité des Asiatiques, des Européens, etc. On a des mutations qui sont plus fréquentes que d'autres. Et sur donc cette maladie, l'insuline autoimmune syndrome, c'est une maladie qui apparemment, selon ces rapports de cas cliniques, pourrait être due, pourrait se développer à cause d'une prise d'acide alpha-lipoïque. Mais comme je l'ai dit, c'est extrêmement rare et ça concerne qu'une infime partie de la population. Maintenant, ici, il y a quelque chose par rapport au dosage. Si on prend plus, donc c'est cet effet-là qui a été identifié par l'EFSA est dosage dépendant, c'est dose dépendant. Donc, 300 mg, pour moi, me paraît un dosage qui fait, on va dire, un peu le compromis entre efficacité de l'acide alpha-lipoïque et sécurité également. Donc, bien sûr, ce n'est pas quelque chose pour l'instant de prouvé, c'est-à-dire qui a été aussi étudié par d'autres institutions. C'est juste l'EFSA. C'est quelque chose de récent. Ouais. Voilà, c'est très récent, hein, ça date de quelques semaines. Donc, c'est une hypothèse qui émet ce rapport-là sur base de quelques rapports de cas cliniques qui existent. C'est une information, c'est une information à tenir à l'œil. À voir, à suivre. J'ai déjà rédigé une revue de la littérature là-dessus qui sera publiée prochainement. Donc, à suivre par rapport à ça. Maintenant, parmi les précautions aussi, on n'a pas de contre-indication, hein. C'est juste des précautions où on déconseille l'acide alpha-lipoïque, notamment chez les enfants, chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, par manque de données sur sa sécurité, tout simplement. Et comme tu l'avais fait remarquer au tout début, comme il a des effets chélateurs sur certains métaux, faudrait aussi surveiller le fer aussi, chez les personnes anémiques ou chez même
des personnes qui ont tendance aussi à avoir des carences en fer ou des déficits en fer. Donc, il faudrait surveiller ça de près. Et les cures aussi d'acide alpha-lipoïque devraient être restreintes à un mois ou quelques semaines, un mois. On pourrait faire donc des cures alternées. Donc un mois, puis quelques semaines d'arrêt, ensuite un mois, quelques semaines d'arrêt, ensuite un mois. Bien sûr, on reprend les cures si nécessaire, bien entendu. Et bien sûr, il faudrait, quand c'est associé avec un traitement anti-hyperglycémiant, il faudrait aussi également faire attention aux éventuelles interactions avec l'acide alpha-lipoïque. Donc, si vous devez prendre du fer, on ne prend pas d'acide alpha-lipoïque avec. Pas forcément, pas automatiquement. Si tu parles ici de la prise simultanée, oui, le mieux c'est de séparer. C'est même recommandé de séparer les deux, au moins 2 heures entre les deux prises, c'est clair. Mais supplémentation en fer c'est-à-dire dans la même cure, fer et acide alpha-lipoïque, ça n'a pas beaucoup non, ça n'a pas beaucoup d'importance de se dire il faudrait supplémenter en fer, donc il faudrait pas donner de l'acide alpha-lipoïque. On peut donner les deux sans problème. Il faut juste surveiller, comme j'ai dit, le taux de fer, de ferritine, s'il s'améliore suffisamment vite. À ce moment-là, si on voit que ça ralentit, parce que cet effet-là chélateur, il est modulé par différentes enzymes en fait qui sont dont l'activité est variable chez différentes personnes. Donc c'est pas un effet chélateur universel qu'on retrouve avec la même intensité chez tout le monde. Donc ça diffère un peu. Maintenant, si on trouve que ça a un effet réel, à ce moment-là, on arrête l'acide alpha-lipoïque et on règle d'abord le problème du fer et ensuite on pourrait utiliser l'acide alpha-lipoïque pour les indications. Plutôt Amel qui nous demande s'il faut plutôt le prendre pendant le repas ou à distance. Le mieux, c'est que ça soit pendant le repas, puisque c'est un composé organosoufré. Donc, pour certains, ça pourrait faire des troubles gastro-intestinaux. Donc, le mieux, dans le doute, il faudrait le prendre au cours d'un repas, bien qu'on pourrait aussi le prendre en dehors des repas. C'est juste par rapport à cette problématique qui pourrait se poser si on prendrait des dosages assez importants, c'est-à-dire plus de 300 mg. On pourrait avoir plus de 600 mg, pardon, on pourrait avoir ces troubles gastro-intestinaux. Donc, le mieux, c'est de le prendre au cours du repas. Alors, Daniel qui nous demande s'il existe un lien entre la prise de R-alpha-lipoïque et l'augmentation d'une D4 du pH urinaire, passer de 6 à 7. Pas forcément, non. Pas directement, en tout cas. Bon, on pourrait imaginer qu'il pourrait améliorer certaines voies métaboliques, surtout avec l'inflammation, avec le stress oxydatif et enfin tout un tas de choses, mais c'est pas un effet direct. Ça n'a pas d'effet alcalinisant direct. Alors, dernière question. Ah oui, voilà, je la retrouve. Mireille qui nous demande si c'est bon pour la maladie de Gilbert. Ça pourrait être bien, oui. Ça pourrait faire partie du protocole, oui. Ouais. Et donc, Christiane qui nous demandait aussi l'intérêt chélateur métaux lourds, mais ça, on en a parlé. Oui. Donc, on retourne au début de la vidéo. Et les vidéos qui restent là, bien évidemment, tout le temps sur la page, vous pouvez les revoir quand vous le souhaitez. Le meilleur moyen de nous poser les questions, c'est de les poser en direct, parce que bien souvent, les questions qui sont posées après, pour tout vous dire, je n'y réponds pas, et parfois Amine y répond, mais moi non, jamais. Voilà, merci beaucoup Amine, je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée, une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, lundi à 18h. Merci Amine, salut, à la prochaine. Merci à toi Cédric et merci à tout le monde. Donc à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.